Donc, bonjour tout le monde. C'est Ramadan, comme كل عام وانتم بخير. Je suis très contente de vous voir parmi nous aujourd'hui, donc dans le cadre du renforcement des capacités des médecins de santé scolaire, donc en matière de formation. Je remercie le professeur Bisley ici présente avec nous, et sans plus tarder, donc je lui passe la parole. C'est bon, professeur. Bonjour, chers collègues, honorable assistance. D'abord, je commence par remercier les organisateurs d'abord de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi et surtout d'avoir choisi ce sujet très sensible et très important pour la santé de nos enfants. Je commence par me présenter. Chers collègues, notre présentation va porter sur le jeûne chez l'enfant au milieu scolaire. D'abord, je vais commencer par vous parler du jeûne chez l'enfant en général. On va aborder l'enfant en bonne santé et l'enfant malade et on va prendre des exemples des différentes maladies que nous rencontrons au milieu scolaire. D'abord, ce sujet nous fait poser beaucoup de questions. L'enfant, est-ce que d'abord il est prêt à jeûner? Quelle est l'influence des parents dans le jeûne de l'enfant? Est-ce qu'il est capable de pratiquer le jeûne? Est-ce qu'il est en danger, surtout à l'école, là où il est seul? Certes, il est entouré par ses camarades et ses enseignants, mais on peut dire qu'il est seul. Donc, est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il y a des effets sur la santé de l'enfant? Et est-ce qu'il est surtout obligé de jeûner? Donc là, pour répondre à ces questions, il y a plusieurs dimensions. Donc des considérations religieuses, des considérations concernant la santé de l'enfant, la volonté de l'enfant et le rôle des parents dans tout ça. Je vais vous exposer d'abord, je commence par exposer quelques scénarios. Et on est tous les jours face à ce genre de scénario. Donc, par exemple, Amy, qui est âgé de 7 ans, il dit que je vais jeûner, il est formel, je vais jeûner, tous mes camarades vont jeûner. Donc là, il est en train d'imiter ses camarades, malgré qu'il a 7 ans. Un deuxième scénario, c'est le papa de l'enfant qui est âgé de 10 ans. Il dit, l'enfant il a 10 ans, mais le papa il dit que mon fils est grand, il doit absolument jeûner. Un autre cas, par exemple, la maman de Cérine, elle est âgée de 15 ans et elle est diabétique depuis plusieurs années, sous insuline bien sûr. Et là, la maman, elle dit que ma fille, elle jeûne, parfois en cachette, et elle nous évite toute la journée. Donc, elle se cache pour faire le jeûne. Le papa de Aïcha, qui est âgé de 14 ans, il trouve que sa fille est en bonne santé, qu'elle peut jeûner alors qu'elle est sous traitement antituberculeux. Et vous savez que la tuberculose, nous sommes une zone pandémique. Donc, on va répondre tout à l'heure à tous ces scénarios après avoir exposé quelques particularités chez l'enfant. Maintenant, le jeûne de l'enfant pendant le mois de Ramadan, il y a plusieurs facteurs qui déterminent ce jeûne. D'abord, l'âge de l'enfant, la santé physique et mentale de l'enfant, et bien sûr, indispensable, l'avis de son pédiatre, même si c'est un enfant en bonne santé. On commence par l'âge de l'enfant. Vous savez tous que de 4 ans à la puberté, c'est-à-dire l'âge pré-pubertaire, l'enfant il prend 5 à 6 cm par an. Que ce soit la fille ou le garçon. Donc c'est pareil, la vitesse de croissance est pareille, donc il prend
pratiquement 5 à 6 cm par an. Chez l'enfant au stade pubertaire, il prend 9 à 10 cm par an. Ça veut dire sur les 2 ans de puberté, la fille elle prend 20 à 25 cm et le garçon prend 25 à 30 cm durant sa puberté. Et à la phase post-pubertaire, donc là, c'est la fin de la croissance. Et cette puberté donc dure de 8 à 13 ans chez la fille et 9,5 14 ans chez le garçon. Donc, vous voyez que l'enfant, c'est une période de croissance. Cet enfant qu'on aborde aujourd'hui, ce jeune se fait chez un être en pleine croissance. Et donc, l'âge du jeune, il est sur le plan donc, scientifique et médical, doit se faire à la fin de la puberté. Et vous savez tous que même dans notre religion, donc le jeune, c'est à partir de la puberté pour ne pas justement être délétère par rapport à la croissance de l'enfant. Maintenant, pour l'état de santé physique et mental de l'enfant, donc c'est très important, c'est un facteur important pour déterminer si l'enfant doit jeûner ou pas. Dans les maladies aiguës, donc il y a les maladies aiguës, il y a les maladies chroniques. Vous savez que les maladies aiguës, par exemple, des infections, on est obligé de traiter par des antibiotiques et les antibiotiques doivent être pris à intervalles réguliers. Si on reste pendant 18 heures sans prendre l'antibiotique et on va cumuler les prises durant une petite période, donc ça va retentir sur l'évolution de la maladie. Par exemple, un enfant qui présente une gastroentérite, des vomissements, de la diarrhée, vous savez, dans les écoles actuellement, il y a des épidémies de ce genre. Donc, l'enfant peut être déshydraté. Donc, l'évolution de la maladie va être aggravée par ce jeûne. Si un enfant subit une chirurgie, un traumatisme, dans la période de convalescence, il a besoin de cicatriser. Il a besoin d'avoir des apports nutritionnels adéquats. Et là, c'est très important que l'enfant reçoit ce qu'il faut comme nutriments pour pouvoir cicatriser et donc le jeûne peut être délétère. Ça, c'est concernant les maladies aiguës. Maintenant, pour les maladies chroniques, c'est une autre dimension. La maladie chronique, elle a une dimension psychologique. D'abord, l'enfant, il est triste parce qu'il veut absolument ressembler à ses camarades. Il est vraiment en colère et triste. Il est en colère parce qu'il est empêché par sa maladie, empêché par son médecin, empêché par ses parents, et tout ça le met en colère. Il a parfois honte de manger devant ses camarades. Il ne peut pas manger, donc il va se priver. S'il peut se cacher, il se cache pour manger, sinon il ne mange pas. Et pour ça, il se sent différent, stigmatisé. Et là, il y a la perte de l'estime de soi. Donc, vous voyez que ce jeûne qui est la base de l'une des bases de notre religion, donc chez un enfant malade, ça va donner vraiment un retentissement sur la croissance et sur l'état psychologique de l'enfant. Maintenant, l'avis du pédiatre, il est indispensable, que ce soit un enfant en bonne santé ou bien un enfant malade. Même un enfant en bonne santé, il y a des enfants, ce qu'on appelle les petits mangeurs, qui ne mangent pas bien, qui ne reçoivent pas les nutriments. Si on rajoute à cela un jeûne, donc ça peut être délétère. Il faut absolument avoir l'avis du pédiatre pour permettre ou pas le jeûne chez l'enfant. Maintenant, on commence par l'enfant en bonne santé. Il faut savoir que les enfants, on vient de voir, de moins de 10 ans, qui sont en pleine croissance, le jeûne est déconseillé. Les enfants de plus de 10 ans, là, c'est une période d'initiation. Il faut qu'on les initie progressivement. On peut leur demander de jeûner, mais en prenant des techniques durant toute la journée. On peut, comme on faisait lorsqu'on était petit, donc on jeûnait des demi-journées et on va les faire l'addition pour compter le nombre de jours. Donc, on va juste les initier, les surveiller. Et chez les adolescents, il faut absolument les accompagner. Il faut fixer des jours de jeûne dans un premier temps pour qu'ils s'entraînent. Par exemple, premier jour, 27e jour, 15e jour, la fin du ramadan, les week-ends. Il faut fixer des journées. Et surtout, avant le ramadan, déjà, il faut s'entendre avec l'adolescent, ou même l'enfant, l'adulte, le jeune adulte qui doit jeûner. On doit s'entendre sur les situations où il faut rompre le jeûne. Il faut lui expliquer que rompre le jeûne, ce n'est pas un péché. Même le bon Dieu le permet quand la personne présente des problèmes de santé. Par exemple, si l'enfant est fatigué, il a des maux de tête, il a une soif intense, il a des signes inquiétants, il doit absolument rompre le jeûne. Et ça, on doit s'entendre avec l'enfant déjà bien avant le ramadan. Maintenant, la conduite de ce jeûne, il faut qu'on s'entende sur une alimentation équilibrée. L'apport nutritionnel, il doit absolument être équilibré et adéquat par rapport à l'âge et à la croissance.
l'apport calorique, vous savez tout ce qui doit être réparti sur les macronutriments, glucides, protides et lipides, et l'enfant doit recevoir les micronutriments nécessaires pour sa croissance. Et pour avoir une idée sur les proportions, vous avez ce plat qui, c'est un repas, la moitié du repas en légumes et l'autre moitié répartie, moitié-moitié sur les protéines et les sucrements, les féculents. Rajoutez à cela les produits laitiers et les fruits, ainsi que les graisses végétales ou des graisses qui sont bonnes pour la santé. Chaque repas, que ce soit durant le ramadan ou pas, doit contenir les 5 groupes alimentaires. Donc les fruits et légumes, les viandes, les protéines, les féculents, les laitages et les fruits. Et la meilleure boisson, bien sûr, c'est l'eau. Et par rapport à ces apports liquidiens indispensables, il faut savoir qu'il faut boire régulièrement pour prévenir déjà pas seulement la déshydratation, mais aussi la constipation, les infections urinaires. Et aussi, il faut boire de l'eau de préférence. Donc tout ce qui est boissons sucrées, surtout les boissons industrielles, riches en sucre, en additifs. Donc là, c'est très délétère pour la santé de l'enfant. C'est très délétère pour cet être qui est en pleine croissance. Donc il faut absolument les réduire, voire les éviter, et les remplacer par des jus de fruits naturels, riches en vitamines et en minéraux quand l'enfant l'exige. Mais sinon, de préférence, il faut prendre les fruits entiers. Maintenant, pour le repas du iftar, là, la chose la plus importante, c'est qu'il ne faut jamais le retarder. Il ne faut jamais retarder le repas du iftar. Il peut commencer par des dattes, de l'eau, du jus, du lait, et finir et continuer son repas par la soupe ou bien le shorba, le plat principal qui doit absolument contenir des légumes, que ce soit frais, en salade, cuits, des protéines de toutes sortes, poissons, œufs, viande, les féculents. Donc le riz, la pomme de terre, les pâtes, le pain. Donc ce plat principal doit contenir les différents groupes alimentaires. Il faut réduire les sucreries, riches en gras et en glucides. Vous savez que nos traditions font que durant le ramadan, on a plein de spécialités culinaires très grasses et très sucrées. Donc chez cet enfant, il faut absolument les réduire. Pourquoi? Pas seulement dans l'immédiat parce que c'est délétère pour la santé, mais aussi pour ne pas qu'ils s'habituent à ce genre d'aliments. Nous, peut-être qu'on s'est habitués, c'est fait, mais les enfants, s'ils ne goûtent pas au pain de blouse, donc ça ne va pas être une de ses préférences alimentaires. Donc, il faudrait leur éviter ce genre d'aliments pour ne pas justement qu'ils s'habituent. Comme ça, à l'âge adulte, il va avoir de bonnes habitudes alimentaires. Et aussi, il faut privilégier la consommation, bien sûr, des fruits et légumes et privilégier les produits laitiers, riches en calcium, parce que, je le répète, c'est un organisme en pleine croissance. Pour le repas du soir, c'est un repas aussi important que l'iftar. Pourquoi? Parce qu'il fournit l'énergie nécessaire pour l'aider à supporter le jeûne. Il faut le retarder au maximum juste avant l'Adhan. Il doit être composé de tous les groupes alimentaires. On a tendance à manger des sucreries, on se dit que ça donne de l'énergie, mais non, ça doit contenir tous les groupes alimentaires. Et aussi, ne pas obliger l'enfant à manger plus. On se dit, on va manger, ça va nous donner de l'énergie. Ben non, il faut avoir les apports nécessaires sans plus. Le fait de manger plus que d'habitude va lui donner des troubles digestifs. Et puis, ça va peut-être lui donner une prise pondérale importante. Il faut éviter les aliments salés, épicés et trop sucrés, parce que ça va provoquer après, durant la journée, une soif intense. Et ne pas encourager le jeûne, c'est vrai qu'on n'a pas pris son soin. S'il ne prend pas ce repas, il ne jeûnera pas. C'est très important de s'entendre sur ce point. Très important, le fait de surveiller cet enfant. Cet enfant ne doit pas être seul. On doit être présent avec lui. Il faut éviter l'exposition prolongée au soleil. Il faut éviter les efforts lors des heures de jeûne. Il faut arrêter immédiatement le jeûne en cas de problème. On va voir les problèmes auxquels l'enfant peut être exposé durant son jeûne. Il faut respecter son rythme habituel. Il ne faut pas changer les habitudes. C'est vrai qu'on a tendance à avoir des repas, le repas familial, les rencontres durant le Sahara et tout, mais il faut penser à cet enfant qui doit respecter son rythme physiologique. Il faut respecter ses heures de sommeil. C'est très important et faire très, très attention à sa scolarité. C'est un gros problème. La scolarité est rentable parce que l'enfant, il veille, il est fatigué. Pas seulement il fait pas ses devoirs, il n'étudie pas, mais à l'école déjà, il est complètement déconcentré.
Maintenant, on va aborder un autre chapitre, c'est les risques. Quels sont les risques auxquels cet enfant est exposé? D'abord, les hypoglycémies. Il faut savoir que l'hypoglycémie, c'est la diminution du taux de sucre dans le sang. Et quand l'organisme est exposé à cette situation, le cerveau va réagir. Donc, il va stimuler le système sympathique et le système parasympathique. Et dans ce cas-là, on aura les différents signes que vous connaissez. Donc, par rapport aux réactions neurologiques, c'est-à-dire les signes adrénergiques, l'enfant peut avoir des tremblements, il peut avoir de la tachycardie, de l'anxiété, on peut avoir des signes cholinergiques, de la sueur, une faim, des paresthésies. Des signes de neuroglycopénie, là c'est encore plus grave. On peut avoir des difficultés de concentration, de la fatigue, une faiblesse, des sensations de chaleur, difficulté à parler, incoordination, troubles du comportement. Si vous voyez qu'un enfant calme, d'un seul coup il devient agressif, ça peut être une hypoglycémie, ou bien il est en train de bouger, d'un seul coup il se calme, ça peut être une hypoglycémie. Donc tout changement de comportement chez l'enfant doit nous faire évoquer une hypoglycémie. Ça peut aller jusqu'au coma, convulsion, cécité ponticale, hémiparésie, mais là, c'est dans les enfants avec facteurs de risque. Par exemple, un enfant diabétique qui a reçu de l'insuline, qui n'a pas mangé et qui a jeûné, donc il peut faire une hypoglycémie sévère. Et dans ce cas-là, on aura ce genre de manifestation. Que faire au moment d'une hypoglycémie? Là, je vous parle de l'enfant conscient, parce qu'on est à l'école. Donc, l'enfant conscient, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il s'agit d'une urgence extrême. Il faut absolument la traiter immédiatement. Pas se dire, oui, on va prendre l'enfant chez le médecin le plus proche. Non, il faut agir au niveau de l'école. D'abord, il ne faut pas attendre. Dans l'immédiat, il faut faire cesser toute activité à cet enfant et le faire asseoir. Il faut qu'il s'assoie au calme, il ne faut plus qu'il bouge. On doit, si vous avez des glucomètres, mais apparemment ce n'est pas disponible dans les écoles, c'est bien de prendre sa glycémie, mais sinon, on va resucrer dans tous les cas, même si on doute, vaut mieux resucrer que laisser évoluer une hypoglycémie. Donc on donnera un morceau de sucre de 5 grammes ou bien une cuillère de sucre cristallisé par 20 kg de poids de l'enfant. Donc, vous savez que les enfants du primaire font à peu près entre 20 et 30 kg, les enfants. Donc, vous allez estimer à peu près et vous leur donnez ce resucrage dans l'eau. Et tout de suite après, suivi par une collation ou bien un repas. Donc là, c'est quand l'enfant est conscient. Quand l'enfant est inconscient, on ne peut pas lui faire avaler des aliments. Ça va être dangereux, il peut faire des fausses routes. Dans ce cas-là, on leur donne, chez les diabétiques, ils ont tous leur injection de glucagon pour remonter la glycémie. C'est tous les patients qui ont leur injection. Pour vous dire, parfois ils la prennent peut-être pas, mais on prescrit dans nos ordonnances le glucagon. Ça va faire monter la glycémie et l'enfant va se réveiller, on va corriger. Mais sinon, si on le prend en milieu hospitalier, ils vont corriger par voie veineuse. Donc un enfant conscient, on suit cette attitude. Un enfant inconscient, c'est différent. Il faut agir autrement. Deuxième risque, la déshydratation. L'enfant peut, ça commence par une soif, il peut avoir des sécheresses des muqueuses, les yeux enfoncés, cernés. On se dit parfois, il a veillé. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est une déshydratation. Regardez cet enfant, c'est des yeux exclavés et c'est un enfant apathique. Il est très calme. Pratiquement, il ne réagit pas. Ça, c'est des signes de déshydratation. On peut avoir l'absence de larmes, un enfant qui pleure et qui n'a pas de larmes, un pli cutané. Ça peut aller dans les phases tardives, la tachycardie, les marbrures, l'oligurie, hypotension, le TRC allongé. Donc, pratiquement, c'est au bord du choc hypovolémique. Donc, une apathie, agitation, trouble de la conscience, coma. Donc, ça peut être très, très grave. Et ce n'est pas aussi rare que ça. Là, c'est vrai qu'il ne fait pas trop chaud, mais durant l'été, on va voir ce genre de tableau lorsque l'enfant veut jeûner et qu'il ne prend pas suffisamment d'eau pour la soirée. Il y a d'autres risques, par exemple la constipation, par manque d'hydratation, et même par les troubles, les composants des repas, les infections urinaires. Chez l'enfant, on peut en voir parce que l'enfant est mal hydraté. La perte de poids, mais aussi l'obésité, parce qu'il y a des enfants qui mangent, qui ont des apports très excessifs et ça peut donner une prise de poids, de la fatigue, des troubles du sommeil et surtout le retard scolaire. Un mois par trimestre, c'est beaucoup. Donc, si un enfant donc, il ne suit pas ses activités scolaires correctement, il ne révise pas, il n'est pas concentré à l'école, donc on va voir ce retentissement sur son rendement scolaire. Maintenant, on passe à l'enfant malade.
Là, c'est le gros problème et là, vous êtes là aujourd'hui justement pour sensibiliser et accompagner ces enfants malades à l'école qui souffrent déjà parce que dans ce milieu scolaire qui est quand même très important, qui est c'est leur deuxième famille. Donc, un enfant malade, il souffre énormément sur le plan psychologique. Et maintenant, sur le plan santé, il faut savoir que il y a beaucoup de problèmes durant le ramadan. Il y a un excès d'apport calorique glucidique, donc il peut y avoir de la prise pondérale. Il y a des achats alimentaires impulsifs. Nous sommes tous victimes de ces achats. Vous avez vu, consommation calorique excessive, les spots publicitaires qui ne s'arrêtent pas durant toute la soirée, les publicités majoritairement boissons et produits sucrés. 80% des publicités, c'est des boissons et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et c'est un vrai problème. Et ça influe justement, je ne vous ai pas mis l'étude, quelqu'un de Tlemcen a fait l'étude par rapport à la décision d'achat. Et la moitié pratiquement des participants sont victimes justement de cette décision d'achat qui est due aux publicités. Et la tranche d'âge la plus touchée, c'est les parents. C'est entre 30, 40 ans. C'est les parents, donc ils achètent. Et on ne peut pas interdire à un enfant de manger ce qu'il y a sur la table. Donc vraiment, c'est un vrai problème. Un autre problème aussi, la sédentarité. La télévision, oui, mais actuellement, surtout, c'est les réseaux sociaux, c'est les enfants qui sont tout le temps, toute la soirée sur leur téléphone. Donc, cette sédentarité est vraiment une catastrophe sanitaire et le sommeil perturbé. Vous voyez que les adolescents, il y a pratiquement une inversion du rythme du sommeil. Ils veillent toute la nuit, dans la journée, donc c'est vraiment très délétère pour la santé. Maintenant, les conséquences. Le jeûne, donc on a vu qu'il modifie de manière considérable les habitudes alimentaires. Notre repas de rupture de jeûne qui est vraiment riche en glucides et en gras, et les autres repas qui suivent durant toute la soirée, donc ils sont aussi très riches en glucides et en gras, et le repas prêt avant l'aube aussi. Donc là, vous voyez que durant cette petite période, de la soirée jusqu'à l'aube, donc il y a une consommation cumulée de glucides sur la période nocturne. Le problème, ce n'est pas que les apports, c'est la durée. Donc, prendre des apports excessifs durant 24 heures ou bien les prendre durant 6-8 heures, c'est vraiment différent et les conséquences sont différentes. Maintenant, chez cet enfant malade, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre l'enfant diabétique. Pourquoi? Parce que c'est l'endocrinopathie la plus fréquente. Vous en voyez tout le temps pratiquement dans toutes les écoles. Donc, cet enfant diabétique, déjà dans l'immédiat, il y a des complications dans les médias et à long terme. À long terme, c'est l'apparition, la progression des complications. Et nous, pédiatres, on n'en voit pas beaucoup. Mais il faut penser que cet enfant, il va devenir adulte. Il aura ses complications s'il est déséquilibré durant son enfance. Donc, c'est vrai que les complications chroniques, on ne les voit pas durant le ramadan, on ne les voit pas dans les médias. Il faut toujours penser qu'après, il sera peut-être un adulte handicapé. Et là, ça nous alerte un petit peu. Maintenant, dans l'immédiat, on peut avoir des événements aigus, comme par exemple l'hypoglycémie. On en a parlé, donc c'est pratiquement les signes qu'on a vus. Et aussi par rapport à la correction et la manière d'agir devant une hypoglycémie, donc c'est pareil. On donne un morceau de sucre par 20 kg de poids, donc de l'eau, on donnera après la collation. Et chez l'enfant qui est diabétique, qui a son injection de glucagon et qui est inconscient, on lui fera cette injection même par quelqu'un du personnel. Il n'y a aucun problème. Il a son glucomètre avec lui et il verra qu'il est en hypoglycémie, il peut faire cette injection, elle est préparée. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant, les autres problèmes, c'est l'hyperglycémie, oui, et l'acétocétose diabétique. Le problème de l'acétocétose, c'est quoi? On est confronté à cette complication. Pourquoi? Parce que les parents, ils ont tendance à se dire, l'enfant, il fait le ramadan, il jeûne, je ne donne pas d'insuline parce que l'insuline provoque des hypoglycémies. C'est ce qui se passe dans la tête des parents, même dans la tête de l'enfant. Et c'est ça le problème. Ne pas donner de l'insuline, c'est ce qui va donner l'acétocétose diabétique. Et vous voyez sur ce schéma, cette carence insulinique va donner une absence de pénétration intracellulaire du glucose. Donc, ça va donner une hyperglycémie et donc une polyurie osmotique. Et là, on aura une déshydratation intracellulaire. Parallèlement à tout ça, on aura une augmentation de l'osmolarité, donc la production d'ADH, l'hyperaldostéronisme secondaire, et on aura la calliopennie qui peut emporter le malade.
On peut avoir aussi, en parallèle, on a une néoglycogénèse hépatique des corticoïdes qui sont c'est des acides et qui va donner une acidose métabolique et des vomissements. Donc tout ça va donner l'acétocétose diabétique. Vous voyez le problème de l'hypoglycémie. Oui, on peut agir tout de suite, oui, mais le problème aussi des hyperglycémies et de l'insulinopénie qui va donner une cétose, par la suite, ça va évoluer vers l'acétocétose. C'est ça le gros danger parce qu'il va faire un coma et là, c'est vraiment des complications redoutables, à savoir l'œdème cérébral, l'hypokaliémie et donc c'est très très dangereux et on en voit des cas durant le ramadan. Les adolescents qui s'injectent par l'insuline en se disant que je ne mange pas, je n'injecte pas, ils vont faire cette acétocétose diabétique. Maintenant, beaucoup d'études ont été faites concernant le diabète et le jeûne de l'enfant diabétique. Ils ont conclu que l'enfant diabétique peut jeûner. Pour vous dire que c'est récent, mais il faut vraiment bien contrôler le diabète avant, pendant et après le ramadan. Je vais vous exposer certaines études par rapport aux complications aiguës et la fluctuation glycémique. Ils ont nettement prouvé qu'il n'y a pas vraiment de différence. Durant le mois de Ramadan ou bien après chez l'enfant diabétique, il n'y a pas une fluctuation vraiment importante ou bien des complications aiguës. Il n'y a pas de différence significative par rapport à l'effet métabolique. Donc là, il n'y a pas aussi de différence significative par rapport au contrôle du diabète. Chez l'enfant qui fait, l'adolescent, de l'adolescent qui fait le jeûne ou l'enfant qui ne fait pas le jeûne. Aussi par rapport au schéma d'insuline. C'est vrai que la pompe à insuline offre un meilleur contrôle, ça c'est prouvé. Mais même les autres schémas, c'est-à-dire le basal bolus qu'on utilise chez nous, offre aussi une certaine sécurité pour le jeûne de l'enfant. Par rapport aussi là aussi c'est la pompe, aussi c'est des études qui prouvent que la pompe est meilleure. Et là c'est la surveillance de la glycémie. Il faut utiliser les technologies. Actuellement, le monitoring continu du glucose, qu'on utilise, les patchs avec le monitoring continu sans se piquer, donc c'est disponible. C'est vrai que c'est cher, malheureusement, non pris en charge par la sécurité sociale. J'espère que ça va venir, Inch'Allah. Mais c'est très, très important parce que l'enfant peut se surveiller tout le temps sans se piquer. Donc, ça a été prouvé que ce genre de technologie offre une meilleure sécurité pour l'enfant diabétique qui jeûne. Maintenant, pour l'ajustement de l'insuline, il a été prouvé que le fait de réduire la basale de la nuit, la réduire un petit peu, ça peut éviter des hyperglycémies durant la journée. Et là, il y a plein d'études qui ont prouvé, surtout, que l'éducation, l'intensification de l'éducation de la famille avant le ramadan, pendant le ramadan, est très, très importante pour la sécurité de l'enfant. Ils ont prouvé aussi que le fait de surveiller la qualité des aliments que l'enfant prend durant le ramadan, elle a un effet significatif sur le contrôle du diabète de l'enfant. Et là, je vous expose ce guideline. Ça, c'est un guideline de 2019 qui a été fait chez l'enfant par l'International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes. Donc là, c'est révolutionnaire comme guideline. Ça c'est le 2019. Il y a le 2022 qui parle du jeûne, du ramadan et du jeûne dans les autres religions. Parce que vous savez que les autres religions aussi, ils ont des jeunes aussi. Donc, ils donnent le guide de 2022, ils donnent même des instructions pour les enfants des autres religions qui jeûnent. Et donc là, ils apportent plusieurs axes, l'éducation et l'équilibre avant le ramadan. Parce que pour permettre à l'adolescent de jeûner, il faudrait absolument qu'il soit bien équilibré avant le ramadan. On va lui donner des séances, on va lui offrir des séances d'éducation intensives pour lui parler des complications qui peuvent survenir, des moments où il faut rompre le jeûne, comment s'alimenter durant le ramadan, comment gérer son activité physique durant le ramadan. Tout ça, c'est avant. Maintenant, si cet enfant est équilibré et veut jeûner, on peut lui donner des conseils, comment s'injecter de l'insuline, comment réduire, comment augmenter les moments où il faut. Donc, on adapte son régime insulinique par rapport à son régime alimentaire. Et donc, ça a prouvé, il y a des études, même après ce
l'enfant diabétique peut jeûner, mais bien sûr à condition qu'il soit bien équilibré, qu'il ne fasse pas d'hypoglycémie sévère. Donc il y a des conditions et c'est au médecin de décider du jeûne ou pas. Donc ça, c'était l'enfant diabétique. Bien sûr, on les convainc à chaque fois de ne pas jeûner, mais s'ils veulent jeûner, on les accompagne, on leur expose le guide, on fait des séances d'éducation pour renforcer. Maintenant, les autres maladies. Les enfants sous régime spécifique. Les enfants qui sont atteints de maladies cœliaques. Vous savez qu'il y a le gluten caché partout, les produits industriels. Et cet enfant, il va faire des écarts de régime à cause justement de ce mode alimentaire qu'on adopte durant le ramadan. Et là, donc, il peut être déséquilibré et il peut donc décompenser sa maladie ou bien tout simplement augmenter ses anticorps sans que ça soit cliniquement visible. Il n'y a pas que la maladie cœliaque, il y a aussi les malades qui présentent des allergies alimentaires. Par exemple, un enfant qui est allergique à l'arachide, il y a plein de gâteaux et des desserts qui en contiennent. Donc, il faut faire vraiment attention aux enfants avec régime spécifique, que ce soit à l'école ou à la maison. Les enfants qui sont sous traitement, par exemple, un enfant qui est sous traitement antibiotique, il faut absolument le convaincre de ne pas jeûner, il doit finir son traitement antibiotique. L'enfant qui est sous corticoïdes, vous savez très bien que les corticoïdes, déjà, ils ont des effets secondaires sur l'estomac, qui doivent être pris à 8 heures pour ne pas perturber l'axe corticotrope. Donc, il faut absolument convaincre l'enfant et faire de la sensibilisation. Les enfants qui sont sous traitement substitutif, par exemple, les hypothyroïdies. Ceux qui ont une hypothyroïdie, ils sont sous l'évothyrox. On sait tous qu'ils doivent prendre leur traitement à heure régulière et à jeun d'une demi-heure pour pouvoir manger après. Et là, ils sont complètement déséquilibrés durant ce mois. Et vous savez que l'hypothyroïdie va retentir sur le rendement scolaire dans les médias et sur la croissance dans un deuxième temps. Les enfants qui sont sous traitement pour épilepsie, pareil, il y a des enfants qui sont sous double, triple thérapie, des anticonvulsivants qui doivent être pris régulièrement à des heures régulières. Et là, vous voyez que les enfants, ils cumulent leur prise médicamenteuse durant la soirée, et là, la journée, ils restent non couverts, et là, ils risquent de décompenser sa maladie. Vous voyez que l'enfant malade, il y a plusieurs maladies, et chacun a sa particularité. Donc, il faut prendre en compte pour le jeûne de l'enfant. On revient au scénario. Donc là, pour Emile qui est âgé de 7 ans, qui dit que je vais jeûner tous les camarades vont jeûner, qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Exactement, il faut interdire. Pourquoi? Parce qu'il est en pleine période de croissance. Il risque de faire des hypoglycémies. Moi, je vous raconte le cas de ma fille. Récemment, j'étais de garde. Donc, elle a fait le jeûne sans que je le sache. Je ne m'y attendais pas du tout. Et elle a fait une hypoglycémie à l'école. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, le personnel? Ils lui ont ramené des vestes. Ils lui ont donné du Doliprane parce qu'elle avait des tremblements. Pour eux, c'est une fièvre. C'était sa sœur qui lui a donné son goûter. Et là, elle s'est améliorée. Donc, pour vous dire que même le personnel de l'école, il doit être sensibilisé par rapport au risque hypoglycémique chez l'enfant jeune. Il est petit, il peut facilement faire une hypoglycémie. Donc, chez un enfant avant 10 ans, on le déconseille. Maintenant, les parents qui obligent leurs enfants à jeûner, ça devient de plus en plus fréquent. Allez-y les convaincre, c'est pas aussi facile. Donc, le papa de Abdallah, il dit que mon fils est grand, il doit jeûner. Il a 10 ans, qu'est-ce qu'on doit lui conseiller? Voilà, donc oui, c'est possible, mais il y aura des conditions, soit on l'accompagne, soit il continue à boire, soit il fait des demi-journées. Donc il faut agir en conséquence. Maintenant, Cyril qui est diabétique et jeune en cachette, croyez-moi, c'est un scénario très très fréquent. C'est très difficile, c'est une source de conflit familial, et c'est des enfants qui disparaissent. Ils disparaissent carrément pour jeûner. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour vous dire, bien équilibrée. Donc là, on doit la convaincre. Si on n'y arrive pas, on la convainc. On va lui donner des conseils, on va s'aider du guideline de l'ISPAD, on va renforcer son éducation, ajuster ses doses et bien sûr, elle doit se surveiller plusieurs fois par jour. Et s'ils ont les moyens, la CGM, la surveillance continue de glucose. Le papa de Richard, c'est vrai que Richard est en bonne santé, mais sous antituberculeux. Vous savez tous que
on est une zone d'endémie, on va commencer à voir peut-être les résistances aux antitubercules visuels. Donc là, pour lui, elle est en bonne santé, je dis à ma bihaouelou, elle doit jeûner, mais le problème, c'est qu'elle ne va pas prendre ses traitements réguliers. Donc là, il faudrait lui déconseiller. Quand le ramadan quand elle va finir son traitement, elle peut le refaire après, ce problème. Voilà, donc on doit vraiment être prudent. Maintenant, comment aider l'élève? En tant que médecin scolaire, donc, nous avons tous la mission de protéger cet enfant. D'abord, il faut conseiller, il faut accompagner, il faut sensibiliser. C'est pas peut-être aussi facile parce que le nombre d'écoles, peut-être ça vous dépasse, mais le fait de sensibiliser des personnes autour de vous, le personnel scolaire, c'est déjà très bien. Il faut profiter de cette opportunité. Le ramadan est une opportunité vraiment incroyable pour changer les habitudes. D'abord alimentaires, le goûter, trop sucré, trop sucré, j'ai écrit trop sucré, que j'appelle le fléau alimentaire. C'est un vrai fléau alimentaire. Donc là, il faut profiter du ramadan. Vous allez dire aux enfants, voilà, il n'a pas pris ça en goûter, ça va passer alors. On peut s'en passer, le goûter n'est pas indispensable. En crèche peut-être, mais chez l'enfant scolarisé, il ne sert absolument à rien du tout le goûter. Chez les enfants qui ne prennent pas le petit déjeuner, oui. Mais un enfant qui s'alimente le matin, prend un petit déjeuner, il va déjeuner, il n'a pas besoin de goûter. Il a besoin peut-être de prendre de l'eau, pas plus. Donc il faut profiter pour changer ses habitudes alimentaires et oublier ce goûter qui est une catastrophe alimentaire. Il faut profiter aussi pour corriger les comportements envers les camarades. Vous savez que le ramadan est un mois où on est tous réceptifs aux valeurs humaines. Donc, il faut encourager l'enfant, les enfants à l'école à s'entraider, à ne plus cette agressivité, cette violence à l'école. Il faut profiter du mois de ramadan pour changer, pour sensibiliser, pour changer ces comportements humains entre les camarades. Pour conseiller le sommeil suffisant. Un enfant, il a besoin, le jeune enfant, il a besoin de 10 heures de sommeil par jour. Donc là, le ramadan, c'est vraiment, vous voyez que les heures de sommeil sont très diminuées. L'alimentation équilibrée, on n'en parlera jamais assez. Il faut insister, c'est valable pour toute la famille, pas seulement pour l'enfant. Les activités physiques, elles doivent être régulières, elles doivent être maintenues. Moi, j'ai vu dans les écoles, ils suppriment carrément les activités physiques. Il faut les remplacer par de la marche, par des jeux éducatifs, mais l'enfant doit bouger. On ne doit pas rester un mois sédentaire. Donc, les activités physiques doivent être maintenues. Il faut adapter le programme d'enseignement. Pour les matières essentielles, il vaut mieux commencer le matin. En fin de journée, il vaut mieux faire des jeux ou bien des activités. Mais il faut vraiment adapter le programme d'enseignement. Il faut réserver des espaces, des repas, même dans les lycées, pour les enfants malades. Parce que le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas manger devant leurs camarades. Il faut leur donner des espaces repas et même des espaces repos. Un enfant qui est très fatigué, on voit la fatigue sur son visage, on ne peut pas le laisser comme ça. On peut appeler ses parents, oui, mais il vaut mieux le laisser dans un coin tranquille et se reposer un peu. Il faut avoir une attention particulière envers les enfants malades. Chaque enfant a sa maladie et là, on a discuté tout à l'heure avec les médecins scolaires, donc vous êtes à peu près au courant des enfants malades qui existent dans les écoles dont vous êtes responsable. Et donc là, il faudrait donner des conseils et donner une attention particulière à ces enfants malades. Il faut aussi encourager l'élève à demander de l'aide. S'il se sent mal, il faut demander de l'aide. On voit qu'il y a des enseignants qui refusent complètement que l'enfant se plaigne de quoi que ce soit, ou qu'il sorte, ou qu'il prenne quelque chose. Donc, il faut vraiment encourager l'enfant à demander de l'aide et sensibiliser le personnel des écoles à fournir cette aide aux enfants. Pour conclure, la meilleure attitude serait d'essayer de conseiller la pratique du ramadan chez tous les enfants de moins de 10 ans et chez tous les enfants malades. Même si cette période de jeûne reste limitée quand même à 1 mois par an, mais elle peut se révéler délétère sur l'état nutritionnel, et on avait tout à l'heure avec la croissance, sur la santé physique et mentale des enfants, sur le sommeil et sur le rendement scolaire. Il est urgent qu'il y ait une collaboration entre les experts religieux, les experts santé et les experts de l'éducation.
Je finirai par cette phrase. Mieux vaut accompagner qu'avertir. Et je vous remercie. Je vous remercie, professeur, pour cette formation, cette présentation explicite. Et on va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Donc, en attendant, on va lire les questions sur la boîte de dialogue. On va leur donner le temps de poser des questions pour la boîte de dialogue et les gens de la salle vont profiter pour poser leurs questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est tellement Moi, j'ai une question. Vous avez dit une infection urinaire chez cet enfant, c'est par quel mécanisme? Vous pouvez expliquer ça? Très bonne question. Donc, vous savez que l'enfant, et spécialement la fille, ils ont un facteur de risque d'infection, surtout l'enfant en bas âge. L'enfant qui rentre en première année, vous avez vu qu'il y a beaucoup de fillettes qui ont ce qu'on appelle des troubles mictionnels. Elles vont souvent aux toilettes, elles se retiennent parfois, elles ont beaucoup de problèmes. Et là, déjà, c'est un facteur de risque, l'âge. En plus de ça, le fait de ne pas s'hydrater correctement, le fait de jeûner, donc ils ne reçoivent pas la quantité nécessaire de liquide. Donc là, il va y avoir une diminution de la diurèse. Et le fait qu'il y ait une diminution de la diurèse, de la stagnation visicale, donc il va y avoir une pullulation bactérienne et donc une infection urinaire. Ça peut être une simple cystite, mais comme ça peut être une pyélonéphrite s'il y a un facteur de risque, s'il y a une uropathie malformative. Voilà. Merci. S'il vous plaît, par rapport au schéma diabétique de l'enfant qu'il faut réguler lors du jeûne, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment il faut le revoir? Très bien. Alors, bonne question. Il faut savoir que la meilleure façon d'équilibrer l'enfant, c'est ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, quand on fait avec certains patients, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de conditions. Mais ce qu'on fait en pratique, un adolescent qui veut jeûner, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on revoit son éducation thérapeutique. Est-ce qu'il maîtrise bien l'adaptation des doses? Est-ce qu'il maîtrise ses injections? Est-ce qu'il maîtrise la conservation d'insuline? Est-ce qu'il maîtrise le régime alimentaire adéquat? On n'appelle pas régime, mais les apports qu'il faut, c'est-à-dire la composition de ses repas. Et là, on va lui dire de s'injecter sa basale, normalement, la basale, comme d'habitude, on peut la diminuer un petit peu dans un premier temps, parce que des fois, ça dépend de ce qu'il reçoit. Ça dépend de ce qu'il reçoit. Nous aurons une séance d'éducation thérapeutique de cet enfant diabétique. Et donc, qu'est-ce qu'on doit aussi? On doit adapter ces injections de bolus. Donc, le repas iftar, il va recevoir sa dose, comme c'est un petit déjeuner. Un deuxième repas ou une collation durant la soirée, s'il veille à minuit, donc il peut faire une injection et s'alimenter, et toujours respecter l'intervalle 3-4 heures entre les deux bolus. Et bien sûr, le sport qu'il faut absolument retarder, donc il fait son injection et le retarde au maximum. Et ce qui est très important, c'est la surveillance qui doit être intensifiée. Il doit se mesurer pratiquement 8 à 10 fois par jour, c'est-à-dire plus que d'habitude. Et dès qu'il est inférieur à 0,8 ou bien supérieur à 2,5 g, voire 3 g, il doit rompre le jeûne. C'est obligatoire. Inférieur à 0,8 ou supérieur à 3 g. Bon, nous, on est dans la sécurité, on dit 2 g, 2,5. Ça veut dire qu'il est en hyperglycémie, il peut être en insulinopénie, donc il vaut mieux lui faire une injection, il mange pour ne pas tomber dans la cétose diabétique. Merci beaucoup. Pour la formation du personnel de l'éducation, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'on doit les former en ce qui concerne l'hypoglycémie, l'hyperglycémie? Est-ce qu'il faut avoir des glucomètres, la durée clinique? C'est dans ce sens. Justement, on parlait tout à l'heure avec les médecins scolaires, on s'est dit que finalement, le glucomètre, il est à usage, on peut l'utiliser, une personne l'utilise normalement, il est très facile d'usage. C'est ça. Oui, l'enfant diabétique, il n'y a pas de problème, il est étudié pour ça. Dans les écoles, on peut avoir des diabètes inoturables chez un enfant ou pas. Et surtout par rapport aux hypoglycémies. Ce qui s'impose, non, ce qui s'impose, c'est les maladies,
qui s'impose, c'est-à-dire que pendant les séances d'éducation sanitaire, lors du passage externat au niveau des écoles, on peut associer par exemple le personnel d'éducation et la séance d'éducation à la vie. D'abord, à savoir reconnaître un signe révélateur du niveau ou de l'utilitaire et l'attitude ou c'est-à-dire comment adopter l'attitude à adopter face à un cas qui a même les gestes les plus simples et les plus élémentaires et surtout les gestes urgents. Oui. D'ailleurs, cet effectif est toujours connu, hein, voilà. que ce soit par le enseignant ou par les directeurs. Parce que les enfants, quand je parle des diabétiques, mais on peut parler aussi des autres. Donc, quand il s'agit des maladies, par exemple, un enfant diabétique, en général, il est connu même normalement, il est censé être su, c'est-à-dire le problème est censé être su par ses enseignants et au moins les directeurs de l'établissement. Donc, à demain, on peut les associer, ça ne coûte pas grand-chose, les associer aux séances d'éducation sanitaire pour parer à tout problème qui peut survenir en urgence dans une école. Surtout chez un enfant sain, parce qu'un enfant malade, il est déjà éduqué, il a son matériel avec lui. Mais un enfant sain qui va faire une hypoglycémie ou bien un autre problème, donc il faut sensibiliser et avoir le minimum. Un glucomètre, ça ne coûte rien du tout. Ou bien au moins, comme vous avez dit, docteur, les signes cliniques qui sont souvent nous alerter. Ce qu'elle a dit, docteur, donc parfois les parents cachent le problème du diabète à l'enseignant ou la non, c'est négatif quand même. Voilà, il faut communiquer, je crois. C'est pas question de communication. Je vous dis, j'ai un enfant récemment que j'ai vu, il est rentré en première année. La maman a fait 3 écoles. Elle a été refusée par les 3 écoles. Et la troisième, elle a été acceptée en cachant la maladie de son fils. Elle a dû cacher le diabète pour être acceptée par les écoles. C'est je vous dis, moi, ce sujet, je ne pas l'avoir. Ils sont obligés de. Les parents, ils ne cachent pas. C'est leur enfant, ils ont peur pour leur enfant. Ils ne cachent pas parce qu'ils sont mal écoutés. Il n'y a pas de communication. Il y a des enseignants qui ne laissent même pas l'enfant se piquer. Il est en hypoglycémie, il ne laisse pas prendre sa collation. Il est en hyperglycémie, il doit uriner, il doit partir aux toilettes, il ne laisse pas sortir. Voilà, il faut vraiment faire oui, exactement, il faut faire de la sensibilisation. Il y a une question dans la boîte de dialogue. Si l'enfant présente une hyperglycémie, est-ce qu'on peut injecter sans rompre le genre? Maintenant, là, il a une hyperglycémie. Je vous ai dit tout à l'heure, supérieur à 2,5, supérieur à 3 grammes, il faut absolument rompre le jeûne, c'est-à-dire faire l'insuline et manger. Maintenant, chez les adultes, on leur conseille, par exemple, parce que l'injection de l'insuline, donc ils peuvent, mais c'est un danger aussi, s'injecter de l'insuline sans manger, c'est dangereux. Chez l'adulte, oui, il n'y a pas de problème, surtout s'il a la CGM, il va mesurer, il va se surveiller jusqu'au iftar, il n'y a pas de problème. Mais un enfant, non. On ne peut pas le piquer chaque heure, c'est trop. Et en même temps, il fait une hyper, on doit donner l'insuline. C'est pas. D'autres questions? Je n'ai pas compris en ce qui concerne la maladie cœliaque. Est-ce qu'ils doivent jeûner avec précaution même? Très bien. Alors, pour la maladie cœliaque, ce n'est pas contre-indiqué de jeûner si la maladie cœliaque est maîtrisée. Ça veut dire qu'il est en régime sans gluten, il est bien, il grandit normalement, c'est un adolescent en bonne santé. La maladie cœliaque, généralement, ça ne donne pas vraiment de problème de santé si le régime est bien suivi. Donc, il peut jeûner sans problème. Maintenant, s'il est déséquilibré, ça veut dire qu'il a de l'anémie, il a un retard de croissance, il a de la diarrhée, donc là, non. Ça veut dire qu'il ne suit pas bien son régime, il ne doit pas jeûner. Maintenant, l'enfant équilibré qui jeûne, il n'y a aucun problème. Enfin, je parle des adolescents après la puberté. Maintenant, le problème, c'est le gluten caché. Quand il va jeûner, il va prendre les aliments présentés à table. Et là, il y a des additifs, il y a des collants, qui contiennent du gluten. Et donc, ça va déséquilibrer sa maladie. Donc, ce n'est pas vraiment dramatique, ça ne va pas donner de signes cliniques, mais par rapport à sa croissance, par rapport au risque de la maladie cœliaque, donc il ne faudrait pas faire d'écart de risque. Mais sinon, le jeûne est permis chez les malades cœliaques sans problème. À condition qu'ils soient équilibrés, parce qu'ils ont, s'il est mal équilibré, il a une malabsorption, il risque de faire des hypoglycémies par malabsorption. Et
Et ceux qui ont des allergies alimentaires, je vous ai dit aussi, les jeunes sont problème. Et le problème, c'est de prendre les aliments à des spécialités un petit peu nouvelles, et il peut prendre quelque chose qui contient justement l'aliment auquel il est allergique. Là, l'hormone de croissance en elle-même, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que c'est un enfant qui a un problème de croissance. Donc, le fait qu'il jeûne 1 mois par an, par 12 mois, et vous avez vu la vitesse de croissance selon l'âge, donc c'est un problème. S'il n'a pas les apports alimentaires adéquats, donc ça va retentir sur sa croissance. Et nous, l'objectif de l'hormone avec tous ces risques, c'est justement de corriger le retard de croissance. Vous avez dit à un enfant moins de 10 ans, c'est déconseillé. Ici, il insiste. On peut te permettre seulement justement, s'il insiste, sans chez les enfants de moi, je suis assistante, excusez-moi, je suis assistante à un enfant c'est un enfant de 7 ans qui a jeûné pendant 15 jours. J'ai assisté à 7 ans. La maman avait beaucoup d'enfants et disait à ses enfants, jeûnez, je me payais chez tout. C'est déjà on a fait des massages cardiaques. Parce que c'est un enfant qui peut faire des carences alimentaires pendant 15 jours. Comme un adulte. Je ne sais pas comment il mangeait le soir. Je ne sais pas si il avait 27 ans. 7 ans. Il n'avait pas de problème de santé. Non, il n'avait pas de problème. Il avait un enfant de moins de 10 ans, jamais prendre le risque, je vais vous dire, jeûner. Jeûner la demi-journée. Voilà. كنا خيطوهم Par contre, si vraiment ils insistent, si vraiment le parent insiste aussi, dans toute la famille, il peut le faire par exemple le week-end sous surveillance. C'est ça, parce qu'à l'école, c'est vraiment sur le plan santé, c'est des classes. Il y a une question. Critères de surveillance d'un adolescent, d'un enfant ou adolescent diabétique. Qui jeûne. Oui. Donc là, les critères de surveillance. D'abord, c'est un enfant qui doit savoir mesurer sa glycémie plusieurs fois par jour et connaître la surveillance par rapport à la chimie urinaire. C'est très important. Donc la surveillance sur le plan glycémie, elle doit se faire avant 2 heures après, pratiquement chaque 3 heures, chaque 2 heures. Et en cas de signe clinique, il doit se mesurer. Et plus on s'approche du iftar, plus il doit mesurer sa glycémie. Donc là, par rapport à la surveillance du dextro. Par rapport à la surveillance des urines, donc il doit faire des chimies urinaires régulières. Pourquoi? Surtout quand il est en hyperglycémie, c'est pour chercher les cétone. Au moindre problème, il faut qu'il s'injecte de l'insuline et les parents sont jeunes. Et c'est permis, c'est vraiment, il faut s'entendre avec l'adolescent bien avant de lui permettre le jeûne. Sur cette surveillance qui doit être vraiment intensifiée. Il y a une bonne éducation par rapport à ça. Il faut bien éduquer l'enfant et sa famille. Et sa famille, sur ça. Une très bonne discipline. Il faut leur faire comprendre qu'il y a un danger. Voilà, qu'il y a des risques. Il faut les convaincre qu'il y a des risques. On leur dit déjà, le jeûne va engendrer un déséquilibre. Et un enfant déséquilibré 1 mois par 12 mois, et c'est une maladie chronique, donc ça va certainement donner des complications après. Et sur le plan religieux, donc c'est clair, c'est tous les experts vous disent que c'est au médecin de décider. Est-ce que cette personne, que ce soit adulte, enfant, jeune ou pas. Donc le médecin va évaluer le risque. Il va voir que c'est délétère pour cet enfant, c'est délétère pour cet adulte, donc il va lui interdire. Mais si je vous dis, s'ils insistent, il faut absolument l'accompagner et suivre les recommandations pour... Une autre question. S'il vous plaît, concernant l'hypothyroïdie chez l'adolescent de 15 ans, est-ce qu'il peut jeûner? Alors, ce n'est pas une contre-indication. Il peut jeûner, mais à condition. Il faut s'entendre que ce traitement doit être pris à jeun, à la même heure et attendre pour prendre le repas.
Voilà. Il ne faut pas, parce que parfois ils sautent le sport, parfois après il va sauter sa prise et ça va complètement déséquilibrer sa maladie. Donc il faut s'entendre la même heure, il peut choisir ce sport par exemple, une heure avant l'indem, il prend, il attend un peu pour prendre son. Il y a une autre question. Quand peuvent utiliser des antidiabétiques oraux chez un sujet diabétique adulte après le ISA, s'il vous plaît, par exemple, 10 minutes? Les antidiabétiques chez l'adulte. Voilà, je vous parle de l'enfant, mais chez l'enfant aussi, là, il y a le diabète de type 2. Hein. Ils peuvent être sous. Oui, on a déjà des diabétiques. Oui, exactement. Donc, pareil, si on médecin d'évaluer le risque. Si cette personne, même adulte, qui a un diabète de type 2 sous traite, elle peut jeûner, si elle est équilibrée sur le plan de diabète, si elle n'a pas de risque d'hypoglycémie sévère, si elle n'a pas été hospitalisée durant les 3 derniers mois, si elle n'a pas fait d'hypoglycémie sévère durant les 3 derniers mois. Donc, il y a des conditions pour permettre ce jeûne par son médecin traitant. Il y a une question concernant la prise des corticoïdes locaux à long terme. Est-ce que c'est le même effet que les corticoïdes orales? D'accord, ça n'a rien à voir avec le jeûne, mais les corticoïdes, je vais répondre à cette question. Oui, il y a un passage systémique, on a vu des catastrophes chez les tout jeunes, surtout. Ça devient un nourrisson. Oui, mais surtout les nourrissons, on a vraiment des effets de corticoïdes systémiques. Donc, il faut faire attention, il faut donner les bonnes indications et la bonne surveillance. Être appliqué plusieurs fois par jour pendant 30 jours, c'est trop pour les doigts. Pas du tout. Pas du tout. Si on respecte les règles et on suit l'éducation thérapeutique, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le fait de se piquer, il y a des conditions. Les enfants, ils ont tendance à ne pas changer d'aiguille pendant plusieurs jours. Et l'aiguille, elle devient tranchante. C'est pour ça qu'ils ont les points noirs sur les doigts. Donc, il faut changer l'aiguille régulièrement. Il faut se laver les mains avec de l'eau, du savon bien séché et drainer un petit peu pour avoir du sang juste lorsqu'on pisse tout de suite. Il n'y a aucun problème. Les problèmes qu'on voit tous les jours, les enfants qui se plaignent de douleurs, de cicatrices, là, les conditions ne sont pas respectées. Mais le mieux, c'est d'avoir, bien sûr. Il y a une question qui se répète. Quels sont les chiffres glycémiques pour continuer le jeûne? C'est les chiffres glycémiques, je vous ai dit, sont entre 0,8 et 2,5 g. À condition que ce n'est pas 2,5 g depuis le matin jusqu'au. C'est beaucoup, il faut chercher. 0,7. Non, non, 0,7, c'est la définition de l'hypoglycémie. 0,8, c'est 0,8. Et moi, on rend le genre. Parce qu'on va certainement évoluer vers une hypoglycémie. Voilà. Donc, il n'y a pas de chiffre vraiment, mais il y a une surveillance à adopter. Et je vous dis, hein, par expérience, il y a des enfants qui sont mieux équilibrés durant le ramadan, avec le jeûne, comme dehors. Franchement, j'ai vu ça. Non, 0,8. Adulte, non. 0,7. 0,7, c'est l'hypoglycémie, mais pour corriger l'hypoglycémie. Mais pour rompre le jeûne, c'est 0,8. 0,8, par sécurité. Le bilan a demandé chez l'enfant diabétique, est-ce que c'est le même que l'adulte? Est-ce que c'est pour le diagnostic ou pour le bilan d'extension? Le bilan, oui. Alors, chez l'enfant, il y a des recommandations particulières. D'abord, pour le diagnostic, c'est pareil. Hein. C'est les glycémies à jeun. Mais il y a une chose à connaître, c'est que l'hémoglobine glyquée, ce n'est pas un paramètre diagnostique chez l'enfant. Parce que généralement, c'est un diabète de type 1. Il peut faire son diabète de type 1 il y a quelques jours et l'hémoglobine glyquée est normale. Donc, ce n'est pas un paramètre diagnostique. Maintenant, pour la surveillance, qu'est-ce qu'on fait chez l'enfant diabétique? On fait l'hémoglobine glyquée chaque 3 mois, comme l'adulte. On fait le bilan des maladies associées. Là, je le redis parce que ça ne se fait pas souvent. Le bilan des maladies associées. Un enfant, il peut faire d'autres maladies auto-immunes associées au diabète. Et le plus grave, c'est l'hypothyroïdie, la thyroïdite auto-immune et la maladie cœliaque. C'est très fréquent chez l'enfant diabétique parce que c'est une maladie auto-immune avec une autre. Donc là, on fait ce dépistage chaque 2 ans. Pourquoi? Parce que la thyroïdite et la maladie cœliaque, c'est des maladies silencieuses. On ne les voit pas. Il peut être sénial sans avoir de diarrhée, mais ça va retentir sur la croissance. L'hypothyroïdie aussi. Combien de fois on a vu un enfant excellent qui a un mauvais rendement scolaire, et quand on fait le bilan, c'est une hypothyroïdie. Donc là, chaque 2 ans, systématiquement, on recherche les maladies associées au diabète. Surtout
maladie cœliaque, une thyroïdite. Le reste des maladies, elles sont parlantes. Si vous avez vitiligo, psoriasis, IBM. Mais les maladies, donc on dépiste par TSH les antithyroïdiens. Et s'ils sont positifs avec une TSH normale, on refait la TSH chaque année. S'ils sont négatifs, on les refait chaque 2 ans. Pour la cœliaque, c'est pour la cœliaque, antitransglutaminase, qui sont plus sensibles et plus spécifiques. Donc, les antitransglutaminases avec les GA total, chaque 2 ans. Et si c'est positif, on fait appel à il y a d'autres moyens de diagnostic, la fibroscopie avec biopsie jejunale. Là, c'est les maladies associées. Maintenant, pour les complications, ce n'est pas comme l'adulte. Pour les complications chez l'enfant, on commence le dépistage. Déjà, à l'admission, on fait un examen de départ. On fait le fondeur, on fait la microalbuminémie sur créatinurie et on recherche c'est pas pour rechercher les complications, c'est pour avoir un examen de référence. Par la suite, après 5 ans d'évolution et à l'âge de 11 ans, pourquoi ce 11 ans? Parce que c'est l'âge de la puberté, c'est là où le diabète se déséquilibre, c'est là où les complications apparaissent. Donc à partir de l'âge de 11 ans et 5 ans de diabète, on va commencer le dépistage annuel pour la rétinopathie, annuel pour le rein. Et qu'est-ce qu'on demande pour le rein? Actuellement, on demande le ratio microalbuminurie sur créatinurie. Ça veut dire qu'on ne fait pas les microalbuminuries du 24 heures. C'est un peu difficile pour l'enfant de collecter les 24 heures d'urine. On fait un ratio sur un échantillon urinaire. Le dépistage de l'hypertension artérielle, à chaque consultation, on doit mesurer la tension artérielle et on a le bilan lipidique à faire aussi à l'âge de 11 ans et après 5 ans d'évolution. Et après 3 ans, à chaque 3 à 5 ans, on refait le bilan lipidique à la recherche d'une hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie. C'est ça le dépistage des complications chez l'enfant. Chez les adultes, ils sont plus dans le cardiovasculaire, dans le neuro. Chez l'enfant, on ne voit pas ce genre de complications. Sauf si on suit l'enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, on commence à avoir quelques complications. Mais chez le jeune enfant, non. Même s'il est déséquilibré, c'est rare qu'on voit des complications. Mais il faut se dire que cet enfant, il aura des complications en même temps. Donc, il faut vraiment être très prudent sur le dépistage et sur l'éducation thérapeutique. Autre question? Oui. Plus de questions? C'était bien expliqué apparemment. Donc, je vous remercie, professeur, pour ce débat lumineux et on tire la conclusion à la fin que le rôle important et primordial, c'est le médecin de santé scolaire et l'éducation sanitaire. Il faut sensibiliser et sensibiliser. C'est ce qu'il faut faire, surtout le personnel de l'éducation face aux hypoglycémies des enfants. Voilà. On remercie les participants. Merci. Essayez d'être si vous allez venir demain, essayez d'être tôt parce que demain, demain il y aura une réunion juste après. Donc à 9h, nous devons commencer. Alors, ici. Donc, ça sera pour Merci.